Du pourquoi pas moi au chacun pour soi, il y a une frontière qui est parfois ténue. On est dans la salle du SAN. Pour moi, la salle du SAN, c'est mai 68. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon col Mao, pour être dans la couleur locale. Alors, effectivement, le XXIe siècle, en fait, chaque siècle a un nom dans l'histoire. Le siècle des Lumières, le XIXe a été celui de la Révolution industrielle. Le XXe siècle n'a pas de nom, d'ailleurs, j'ai cherché, il n'y a pas de nom. Il y a Albert Camus qui s'était tenté, un homonyme, qui s'était tenté à le baptiser le siècle de la peur. Moi, je pense que plutôt le XXe siècle s'est caractérisé par le siècle des idéologies et de l'affrontement des dites idéologies. Alors le problème, c'est quel sera le XXIe siècle? Vous me direz, question un peu ambitieuse, réponse probablement prétentieuse d'ailleurs aussi, mais en fait pas tellement parce que je pense que lorsqu'il s'agira de se tourner vers ce XXIe siècle dans une centaine d'années, toutes les personnes ici dans la salle et moi-même, on ne sera plus en état de se souvenir de quoi que ce soit que j'aurais dit aujourd'hui. Et les mémoires de masse qui auront stocké dans les systèmes informatiques cette séance ne seront plus lisibles parce qu'on aura changé tellement de technologie qu'on ne saura plus les lire. Donc finalement, il n'y a pas tellement de risque à essayer de tresser ce que pourrait être ce XXIe siècle. Alors en bon physicien, je suis physicien de formation, moi j'ai raisonné par modèle, et puis en essayant à partir de quelques principes de base de ce modèle, d'essayer de voir comment il évoluait dans le temps. Je pense qu'on peut caractériser les choses par 4 forces. Les 4 forces sont la mondialisation, les nationalismes, les religions et l'individualisme. Alors j'insiste sur les singuliers et les pluriels. C'est un peu comme les 4 sommets d'un tétraèdre. Donc pour le tétraèdre, vous voyez la définition à la bibliothèque de l'école. Et ces 4 forces vont en fait, pendant le XXIe siècle, soit se conjuguer, soit s'opposer et façonner le monde dans lequel nous allons tous vivre. Et d'ailleurs, les entreprises étant des acteurs comme d'autres, et les chefs d'entreprise étant des acteurs comme d'autres. Alors, quelles sont ces 4 forces? La mondialisation d'abord. Alors, elle est très connue, elle est critiquée, elle est encensée. Moi, je ne vais pas la présenter en détail, le quart d'heure ne suffirait pas. Je vais simplement vous faire 3 remarques. La première, c'est que contrairement à ce qu'on pense, la mondialisation, d'ailleurs que les anglo-saxons appellent la globalisation, ce qui est un peu différent. La mondialisation, elle n'est pas le fait des entreprises, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas les grandes entreprises qui poussent la mondialisation. Ce qui pousse réellement la mondialisation, ce sont, nous sommes 7 milliards à peu près d'habitants sur la Terre, il y a 6 milliards qui souhaitent vivre comme le milliard des pays développés. Et c'est 6 milliards-là qui poussent à la mondialisation. C'est pour ça que c'est irréversible. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la mondialisation, elle est, à cause de cette consommation importante venant des 6 milliards qui souhaitent accéder à un certain niveau de vie, la mondialisation est très consommatrice en fait de ressources naturelles, énergie, eau, environnement, etc. Et cette mondialisation, elle ne se fera que si elle est verte, pour simplifier, que si elle est conforme aux besoins de l'écologie. Sinon, elle ne se fera pas. Elle résultera dans des tensions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. La troisième remarque que je voudrais faire à partir sur la mondialisation, c'est qu'en réalité, il ne faut pas confondre mondialisation économique, sociale et les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans le système financier. Alors je vais mettre de côté les questions du système financier pour simplement les aborder, mais le système financier a complètement dérivé parce qu'il s'est décroché de l'économie réelle, tout le monde le sait, et c'est même plus pernicieux que cela en réalité, comme le système financier est devenu très virtuel et repose sur des règles à la fois d'information, les règles comptables, des règles de comportement, les fameuses régulations, sont telles que par leurs effets conjugués, règles comptables et régulations, on a un système extrêmement instable qui ressemble très schématiquement, globalement, à ce qu'on appelle un schéma de Ponzi, qui s'est illustré et qui est devenu très célèbre grâce à M. Madoff, n'est-ce pas? Mais tout le système financier repose en fait sur ce principe-là, c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui vient venir après vous pour racheter les actifs que vous avez vous-même achetés. Bon, je ferme la parenthèse, il ne faut pas confondre la mondialisation avec ses dérives. Donc,
le deuxième point, c'est les nationalismes. Alors les nationalismes, deuxième force, en réalité, ils ont survécu aux horreurs qu'ils ont engendrées au XXe siècle, je le dis comme je le pense. Ils réapparaissent à chaque fois qu'on rentre dans une crise économique. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, en 2001, vous savez qu'à la suite de l'instabilité révélée par les attentats de New York, il y a eu une mini-crise économique par rapport à celle qu'on a en ce moment, enfin qu'on a eue d'ailleurs, parce qu'elle est en train de se terminer. Cette mini-crise économique a déclenché une résurgence des nationalismes un peu partout dans le monde. Moi, je l'ai vécu très fortement en Europe. L'Europe était en fait sur un mécanisme, une évolution d'intégration assez forte. Et à partir, disons, de post-2001, face à des difficultés économiques, les différentes nations se sont crispées. Et le phénomène d'intégration européenne a pris un virage à 180 degrés. Moi, je l'ai vécu, j'étais à l'époque patron de EDS, Société européenne. On a été complètement lâchés par les différentes nations qui nous entouraient. On devenait apatride, donc finalement totalement le champ clos de combat entre les nations. Les nationalismes réapparaissent et bien entendu ces nationalismes, les politiques en raffolent, tout simplement parce que c'est un petit peu leur justification. Le nationalisme justifie, légitime le politique, alors que la mondialisation le contourne. Donc, deuxième force, les nationalismes. Troisième force, les religions. Alors, les religions, c'est assez compliqué parce qu'il y a des effets extrêmement positifs dans la façon dont les religions façonnent le monde dans lequel on vit, bien entendu. Je ne me prononcerai pas sur les convictions des uns et des autres, et les religions sont parfois des facteurs, même souvent des facteurs de cohérence et de cohésion des communautés. Moi, je l'ai vu dans un certain nombre de pays dont on sait très bien qu'ils ne seraient pas stables si la religion ou les religions n'étaient pas ce ciment social important. C'est aussi très souvent des références d'éthique très puissantes dans lesquelles on agit et par rapport auxquelles on se positionne, y compris dans les entreprises, bien entendu, et surtout et de plus en plus dans les entreprises. Mais c'est aussi parfois, les religions sont aussi parfois la justification d'affrontements, comme vous le savez, violents et qui sont aujourd'hui visibles dans la mesure où, en ce début du XXIe siècle, on a une certaine résurgence du phénomène religieux un peu partout dans le monde, et des communautés, des sectes. Moi, j'habite aux États-Unis, je suis assez frappé par la vigueur du phénomène religieux américain qui se manifeste par des télé-évangélistes extrêmement analogues à des grandes stars de la musique ou de la télévision. Et donc, ce phénomène religieux réapparaît assez fortement et marquera, à mon avis, le XXIe siècle, alors qu'il avait été un peu effacé pendant le XXe siècle par justement les idéologies qui avaient un peu pris la place, en tout cas une partie de l'espace des religions. Quatrième force importante, l'individualisme, l'individu, mais l'individualisme. Alors, effectivement, on peut se dire, c'est assez bizarre, dans ce monde global, les individus sont peut-être en train de disparaître. Non, c'est exactement l'inverse qui est en train d'arriver. Tout simplement parce que le développement des moyens de communication, l'Internet, les réseaux, les téléphones mobiles, vous savez par exemple qu'en Chine, aujourd'hui, il y a à peu près 900 millions d'abonnés au téléphone. Il y en a 200 qui ont un téléphone fixe et 700 qui ont un téléphone mobile. Et qu'aujourd'hui, en Chine, les gens n'achètent plus de lignes fixes, mais se développent uniquement par le téléphone mobile, par exemple. Donc, cette capacité à communiquer d'individu à individu, curieusement, a plusieurs effets. Le premier effet, c'est que l'information est instantanée, chacun sait ce que fait l'autre assez facilement. Et, disons, on a une réaction du genre si quelqu'un fait quelque chose, pourquoi pas moi? Et du pourquoi pas moi au chacun pour soi, il y a une frontière qui est parfois ténue. Et
les réseaux sociaux, par exemple, pour moi, enfin, tels que je les interprète, tels que je les analyse, mais je ne suis pas totalement le seul, sont, à mon avis, une illustration assez paradoxale du fait que cette facilité de communication, en fait, conduit à un individualisme forcené. Parce que dans ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut? C'est exister. On se manifeste. C'est la première fois que chaque individu peut se manifester directement par rapport au reste du monde. Et ça, les gens adorent, en raffolent. Et il y a une indigestion aujourd'hui de ce type de comportement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas seulement le fait des sociétés développées. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays. J'étais très récemment dans un pays qui n'est pas encore développé, mais qui est en train de se développer. Et je discutais avec l'un des responsables politiques de ce pays qui était frappé par le fait que toute sa jeunesse, toute la jeunesse du pays, vivait dans un monde complètement différent de lui et de tous les adultes du même pays. Parce qu'ils avaient leur propre culture, leurs propres références, leur propre vision du monde, et ils n'avaient aucune idée des conséquences que ça aurait sur la stabilité de son pays et sur le futur. Donc, un individualisme complètement renouvelé, complètement modernisé, disons, grâce à ces moyens de communication. Et donc on est passé, ça c'est pour les entreprises, c'est très important, on est passé d'une culture de masse à une culture de tous. Alors je cite cette phrase, mais ce n'est pas de moi, c'est en fait d'Hervé Juvin, dans un livre récemment paru chez Grasset, vous voyez, je fais de la publicité pour la maison Lagardère, c'est un livre sur l'Occident mondialisé. Mais intéressant parce que je trouvais que cette phrase résumait assez bien ce qu'on peut penser de l'effet de la communication sur le comportement des individus. Donc on est passé de la culture de masse à la culture de tous. Donc voilà, ces tas de forces sont en présence. Alors qu'est-ce qui va les animer? Eh bien, pour moi, c'est la science et la technologie. Ça va être l'un des facteurs d'animation considérables de la façon dont ces tas de forces vont interagir. Ces tas de forces, la science, on est à la veille d'une révolution scientifique considérable, à mon sens. Il y a tout un tas de choses qu'on ne comprend pas depuis une centaine d'années, notamment dans la mécanique quantique. Les explications ne sont pas, à mon avis, très très claires. Je ne suis pas là non plus le seul à le penser. Et on est en train de pouvoir maintenant faire des expériences qui nous font approcher des limites. Et ça, c'est très nouveau. Et on va pouvoir découvrir notamment tous les aspects à la fois expérimentaux et théoriques de ce qu'on appelle le mésoscopique, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le microscopique et le macroscopique. Et là, il y a tout un champ formidable de développement scientifique. Notamment, ça nous permettra d'avoir des ordinateurs quantiques, ça permettra de développer les nanotechnologies et bien d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser du XXIe siècle avec tous ces éléments en action? Pour moi, il y a deux scénarios possibles. Je vais résumer ça à deux scénarios. Premier, genre, disons, Huntington, c'est-à-dire l'affrontement. Pourquoi? Parce que les nationalismes, les religions, les crises économiques, on est incapable de se mettre d'accord. Et donc, on a une société où les affrontements augmentent. Là, pour les entreprises, c'est très simple. Les entreprises deviennent des objets nationaux. C'est l'ère du champion national. C'est l'ère du patriotisme économique. C'est l'ère du protectionnisme. Il faut gérer des relations avec les États, être le plus possible, avoir le plus possible un drapeau. Et on a toute une série de réglementations dans l'entreprise qui s'appliquent à l'entreprise. Deuxième scénario possible, scénario plus pérenne, disons, moins tendu, à la suite d'échanges, soit entre les États, j'y crois pas trop, soit, disons, des phénomènes de type métier, comme on a pu le voir dans l'aviation commerciale ou dans l'Internet. Les gens s'organisent en gouvernance mondiale. Et là, on a effectivement une diversité, une mondialisation, disons, pérenne qui se met en place. Pour les entreprises, ce qui sera important, c'est de gérer évidemment la diversité, de gérer cette adaptation au monde. Qu'est-ce qui fera qu'on sera entre les deux scénarios? Là, je pense qu'il faut introduire quelque chose d'important, à la différence de ce que Lamarck répondait à Napoléon sur la nécessité de l'hypothèse de Dieu pour justifier la théorie de l'évolution. Moi, je pense que là, ça sera une question d'hommes, c'est-à-dire les hommes globalement, nous tous.
seront responsables un peu de l'évolution entre ces deux scénarios extrêmes possibles. Les chefs d'entreprise, en premier lieu, parce qu'ils ont leur responsabilité à jouer. Contrairement peut-être à l'image que nous avons tous, je peux vous dire que les chefs d'entreprise sont très conscients de tout cela, très conscients de leur responsabilité sur l'évolution sociale future, et que les plus éclairés d'entre eux sont effectivement bien conscients du rôle de responsabilité sociale qu'ont les entreprises. Je pense donc que je plaide pour l'optimisme. Je crois qu'on sera capable et que les entreprises seront des agents de transformation efficaces et permettront au monde dans lequel nous vivons d'être stable grâce à une mondialisation, je dirais, verte et accessible à tous. Et pour répondre à la question que je me posais ou que je vous posais au début, le 21e siècle pour moi sera celui de la, comme disent les Anglais, la sustainability, ce qu'on ne peut pas traduire en français, si ce n'est par pérennité ou durabilité. Et ça sera, je pense, pour les entreprises aussi un challenge à relever, de gré ou de force d'ailleurs. Merci.